Que dit Dark Vador quand il entre dans une boulangerie? Je sais pas. Pain, 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 tarte, tatin, tarte. Pain, Daoust, Reichstag, rassemblez tous vos clos. Des complotistes, la guerre vient juste de commencer. Attends, c'est une blague ou quoi? Bah ouais. Mais on ne va pas quand même oser ridiculiser le personnage de Dark Vador. Enfin, Darth Vader, plutôt en anglais, puisque en français les traductions ont toujours été un petit peu nulles. Si on regarde un petit peu du côté de Chewbacca, qui est devenu Chic Tabac en français. Bon, passons. Générique d'abord. On va attaquer le vif du sujet. La plus grosse désillusion de ce siècle pour les fans de la saga Star Wars, à savoir la prélogie. Ouais, c'est à se demander si c'était bien George Lucas qui avait écrit les épisodes 4, 5 et 6, tellement la prélogie est mauvaise. La prélogie n'est qu'une lente et logique descente dans les poubelles de l'enfer de la niaiserie. Waouh, tu n'exagères pas un peu là? Franchement, il y a tellement de trucs qui puent le moisi dans les 3 premiers épisodes de la saga. Mais bon, on va surtout se focaliser sur un seul élément, un des symboles phares de la série qui a permis d'illustrer parfaitement la déchéance de cet univers, c'est-à-dire Dark Vador, l'asthmatique le plus célèbre de la galaxie. Les boîtes de clopes se l'arrachent. On va analyser point par point comment Monsieur Lucas est parvenu à briser ce personnage mythique et puis expliquer en quoi êtes-vous peut-être Dark Vador. Tout d'abord, un bon foirage est souvent porté par un acteur moisi. Et la prélogie Star Wars ne déroge pas à la règle avec un Hayden Christensen incarnant le jeune Dark Vador avec sa maestria habituelle. Déjà qu'une bonne partie du casting ne joue pas au mieux de ses capacités, on vous laisse imaginer ce que ça peut donner sur le pauvre Hayden, pas vraiment doué de base, qui se retrouve à explorer de nouveaux abîmes de son enjeu et qui creuse le fond. Oh, oui, je crois que c'est ça. Il a pourtant l'air de donner beaucoup de sa personne dans ses films, mais malheureusement pour lui, autant la nature l'a gâté niveau bogossitude, hashtag Michael Vendetta, autant niveau charisme, les acteurs d'Hélène et les garçons le surpassent largement. Ouais, bah oui, même Jennifer Lawrence est oscarisable en comparaison. Arrête un peu avec Jennifer Lawrence. Tu as même avoué qu'il lui arrivait de bien jouer parfois, moi. Hayden est obligé de surjouer ses émotions et ça se traduit par une magnifique interprétation de la colère tout en fronçant les sourcils. Le pauvre passe quasiment tout l'épisode 3 en mode colère crispée, l'air constipé en permanence. Donc Olivier Dussopt aurait pu postuler le rôle. Un acteur de merde pour bien moisir un personnage mythique est un bon début. Cependant, même un acteur en pénurie de charisme peut arriver à être potable s'il est au service d'un scénario génial. Et c'est là qu'interviennent les autres éléments de l'échec. Si on en croit la trilogie originale, Dark Vador est un pilote surdoué et un des meilleurs guerriers de l'univers. Malheureusement, dans la prélogie, on se rend compte bien vite que tout ça, c'était des bobards. Ah mais tu exagères. Peux-tu donner un exemple de ce que tu avances, s'il te plaît? Enfin, donne des éléments quand même. À la fin de l'épisode 1, on a le droit à une bataille spatiale entre les méchants robots du vice-roi et les gentils. Anakin est à l'abri dans un des vaisseaux spatiaux restés à quai et ne doit toucher à rien. Mais étant un petit con mal élevé, il ne peut pas s'empêcher de mettre ses gros doigts boudinés sur le tableau de bord, ce qui enclenche le pilote automatique. À bord de son vaisseau, Anakin se dirige tout droit vers le vaisseau mère des vilains. Au lieu de s'écraser comme une merde sur son bouclier, il le traverse et atterrit en plein cœur du camp adverse. Il appuie alors sur le gros bouton rouge clignotant du joystick, ce qui balance une roquette qui atteint le cœur du vaisseau, entraînant sa destruction. Ce vaisseau étant le centre névralgique de la flotte adverse, tous les robots se déconnectent,
et c'est la victoire. Pour ne rien gâcher, le vaisseau d'Anakin s'enfuit juste avant. Lui qui était incapable de le contrôler même pas 10 secondes plus tôt? Alors, attendez. Donc, si on résume, la bataille était perdue d'avance, les soldats de Naboo ne parvenant pas à traverser les défenses des vaisseaux adverses, et, par miracle, Anakin a appuyé pile sur le bouton de pilotage automatique qui l'a emmené, pour une raison inconnue, pile au cœur du vaisseau mère surarmé et surprotégé, ce qui a permis de le détruire de l'intérieur, et juste avant de mourir, il retrouve en plus le contrôle du vaisseau. Non mais sérieusement, comment voulez-vous que l'on accorde du crédit à un personnage quand ses seuls actes héroïques sont d'avoir été suffisamment con pour appuyer sur des boutons au pif alors qu'on lui avait dit de ne pas le faire? Ouais, mais bon, il fallait bien recommencer quelque part avec le personnage d'Anakin. En grandissant, on aurait droit à de meilleurs actes héroïques. On en parle du Deus Ex Machina de l'épisode 2 avec la scène de l'usine. Anakin se retrouve avec la main coincée sous une gigantesque presse. En plus de ne pas écraser sa main, la presse se contente de l'emprisonner dans une sorte de menotte métallique. Et comment va-t-il se sortir du pétrin? Grâce à la force, pardi. C'est un miracle. C'est la magie. Et parlons de ses origines, tiens. Lorsque Qui-Gon Jinn demande à la mère d'Anakin, Shmi Skywalker, qui est le père du mioche, elle lui dit qu'elle ne peut pas expliquer ce qui s'est passé, qu'il est apparu dans son ventre par magie. C'est ce qu'on appelle un coup de queue dans le mythe et franchement, on n'avait pas besoin de ça. S'il n'avait aucune idée de qui est le père d'Anakin, il aurait mieux fait de ne pas en parler du tout, ou de dire qu'il était mort au lieu de nous sortir un truc pareil. Que l'on se comprenne bien, Dark Vador est censé être un personnage méchant, un génocidaire impitoyable. Il est censé être ultra détestable, mais ce qui était intéressant dans la trilogie originale, c'est que l'on finissait par, entre guillemets, aimer ou plutôt comprendre ce personnage, sa souffrance, et cela rendait sa rédemption d'autant plus marquante. Pour que son origine soit du même acabit, il aurait fallu qu'Anakin soit un personnage attachant, que l'on voit sombrer du côté obscur par la force des événements. Bref, qu'il se prenne une bonne grosse tragédie grecque des familles dans la tronche et qu'il devienne un vilain totalement à l'insu de son plein gré. Hashtag Richard Virenque. Attendez, vous critiquez depuis tout à l'heure, alors dites-nous comment vous auriez fait sombrer Anakin si vous étiez réalisateur. What if? Et si? Comment un brave Jedi plein d'avenir aurait pu devenir le brigand à l'armure sombre que l'on connaît? Perso, j'aurais dépeint l'apogée d'un homme brillant aux compétences militaires reconnues qui aurait ainsi vu de plus en plus de responsabilités lui être confiées, jusqu'à devenir l'une des pièces maîtresses de la République face aux menaces extérieures. Et donc, à force de guerre et d'horreur, il aurait doucement sombré. Donc d'abord, il aurait compris que l'on fasse exécuter les espions, par exemple, puis justifier l'utilisation de la torture des prisonniers, pourvu que celle-ci préserve la vie de ceux sous ses ordres. Par la suite, il aurait découvert l'importance de fusiler quelques déserteurs, pour l'exemple, et de fil en aiguille serait devenu d'une efficacité brutale et sans éthique. Corrompu de fait par son parcours sanglant qui devait à la base défendre les intérêts d'un état de principe, il aurait voulu à son tour que la République se défasse de tout ce qui l'affaiblissait. Liberté, droit, expression, jusqu'à suivre et soutenir un dictateur en puissance, un certain Palpatine. Ça ne vous rappelle rien ? Il aurait connu ses enfants bébés qui, lors d'une absence de sa part pour une mission, auraient, entre guillemets, succombé avec Padmé face à une attaque ennemie des rebelles, d'après les propos que lui aurait reporté Palpatine. Et pour sa condition physique ? Oh, un fourbe attentat des premiers rebelles, dans lequel il aurait été gravement blessé, ne renforçant ainsi que sa haine de ses ennemis et son soutien à Palpatine face aux agitateurs. Et donc au final, on aurait ainsi rendu une histoire, somme toute assez classique, sur la possible corruption du plus vertueux des hommes, une fois mis face à l'horreur de la guerre. Bizarre tout ça. Vous avez dit bizarre ? Comme c'est bizarre. Bah ouais, mais sauf que George Lucas a préféré faire de son personnage un petit con totalement crétin qui tombe du côté obscur par pure stupidité et parce qu'il avait de bonnes grosses prédispositions de psychopathe. On s'en rend déjà compte à la fin de l'épisode 1 qu'Anakin est un petit blaireau. Lorsqu'il est forcé de quitter sa maman, sa première action à cette terrible nouvelle est de balancer « Youpi !»
fini. Pas de larmes, on s'en fout. À partir de là, les choses ne font qu'empirer. On le retrouve à l'épisode 2, transformé en un joli gris qui passe son temps à se plaindre et à se la péter. La crise d'adolescence, quoi. En fait, la plupart de ces dialogues sont des... Bouh, tout le monde il est méchant et il comprend pas que je suis trop fort. Et gna 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 gna. Et c'est ça qui est censé terroriser des populations entières. Bah, regarde qui est le président de la France. On a bien un gamin à la tête de l'État, non? Qui, à l'instar d'Anakin, est même marié à sa maman. Méfions-nous des gérontophiles, hein, vraiment. Là, t'exagères. Sa femme a juste l'âge d'être sa grande sœur. Ça passe. D'ailleurs, cette tragédie est censée être portée par l'amour fou entre Anakin et Padmé. Ce qui fait qu'on est donc en droit d'attendre une histoire passionnée, sincère, subtile et magnifique, capable de coller une larmichette au spectateur pour qu'il se sente concerné par le drame que les deux protagonistes vont vivre. C'est beau de rêver. On a malheureusement eu droit à un mauvais épisode d'amour, gloire et beauté. Tellement c'était niais. Pour ne rien gâcher, l'histoire d'amour d'Anakin et Padmé est aussi très peu crédible. Alors, la faute à des dialogues ultra affligeants et aussi au jeu en mousse d'Hayden Christensen. La première erreur est, selon moi, d'avoir fait côtoyer Anakin très jeune avec Padmé. Pour ne rien arranger, le soi-disant coup de foudre de ces deux personnages clés ne repose absolument sur rien. À aucun moment on a l'impression que les deux se font de l'effet, et ce n'est pas en insistant lourdement à coups de dialogue creux que cela arrange les choses. Là où les choses deviennent encore plus drôles, c'est quand on sait qu'Hayden Christensen et Natalie Portman ont eu une vraie histoire d'amour pendant le tournage. Être amoureux pour de vrai et être incapable de le retranscrire à l'écran, c'est très très fort. Au passage, vu qu'Anakin est un gros teubé quand même, il fallait bien que le reste des Jedi se cale sur son niveau. Ainsi, dans la prélogie, le Conseil Jedi n'est qu'un ramassis d'idiots. Alors même qu'ils sentent qu'Anakin n'est pas très stable et prend à la colère, ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, ces idiots lui donnent de plus en plus de responsabilités et le laissent traîner en solo, sans surveillance. Dans l'épisode 2, a lieu une séquence clé, conçue spécialement pour montrer qu'Anakin a un côté obscur. De retour sur Tatooine, il apprend que sa mère s'est fait kidnapper par des hommes des sables. N'écoutant que son courage, il se rend dans le premier village qu'il trouve et ouvre la première tente qui passe pour y découvrir sa mère séquestrée. Quelle chance! Bah non, sa maman a été torturée quasiment à mort par ses kidnappeurs. S'ensuit alors une scène entre guillemets touchante d'amour mère-fille, puis Shmi Skywalker meurt. Quel sens du timing de la part de Shmi. Sincèrement, mourir de 3 égratignures juste au moment où son mioche arrive pour la sauver, ça dénote quand même d'une grande maîtrise. Anakin se met alors à froncer super fort les sourcils, puis il part savater de l'homme de sable pour se calmer. Et donc une fois sa rage calmée, il ramène le cadavre de sa mère, et s'ensuit un dialogue digne d'un mioche de 3 ans avec Padmé. Je serai tout puissant! Je deviendrai le Jedi le plus puissant qui ait jamais eu! Tout ça, c'est la faute à Obi-Wan! Are you weeping? I need cocaine! Mais d'où tu sors ça? Pour info, Obi-Wan n'y est pour strictement rien dans la mort de sa mère. C'est du grand art. Il aurait même pu ajouter quelques... J'aurais dû tous les tuer jusqu'à ce qu'ils soient morts. Et d'autres. Les gens, c'est rien que des vilains caca vomis qui puent. Ça serait resté dans le ton. Franchement, comment voulez-vous rendre crédible et intéressant un personnage qui se comporte comme un mioche? Enfin bon, Anakin se met à avoir des visions de sa femme en train de mourir. Il lui faut absolument contrecarrer le destin pour la sauver. Alors qu'il est affecté par la protection du sénateur Palpatine, ce dernier va profiter de la peur panique qu'Anakin quant à l'avenir de sa femme pour l'amener vers le côté obscur. Sur le papier, même si le coup des visions sorti de nulle part est crétin, l'ensemble reste à peu près viable. Le souci, c'est que les manipulations de Palpatine pour exploiter la peur d'Anakin semblent bien sorties tout droit du, entre guillemets, guide de la manipulation pour les nuls. Tellement tout est gros comme une maison. Et vas-y que je te glisse de façon pas subtile du tout, le petit. Le côté obscur, il peut ressusciter les gens. Ou que je te balance du les Jedi ne comprennent rien, tu es trop super badass et tu devrais les haïr et vouloir la mort de toute leur famille, etc., etc. En plus, ces ficelles sont d'autant plus idiotes que tout le monde sait pertinemment qu'Anakin va sombrer du côté obscur. Mais bon, comme
Ça encore, ça pouvait passer. Car lui, le pire arrive, hein. Le pire arrive après. Vous voulez savoir ? Eh ben voilà, parlons de la scène clé qui voit Anakin épouser définitivement le côté obscur. Cette scène est probablement la plus ridicule et illogique jamais vue. Tout commence avec Samuel L. Jackson qui débarque avec 2 autres Jedi dans le bureau de Palpatine pour le mettre en état d'arrestation afin qu'il soit jugé par le Sénat. Et donc Palpatine ne veut pas se rendre et se met donc à tabasser joyeusement tout le monde en se transformant périodiquement en pape Benoît XVI. Samuel L. Jackson, en véritable motherfucker, ne se laisse pas faire et accule Palpatine dans un coin. J'ai dit accule avec un A, calmez-vous. Palpatine balance alors des éclairs pour maintenir son assaillant en distance, ce qui semble lui déclencher une terrible allergie cutanée. C'est à cet instant qu'Anakin débarque. Puis, la scène devient complètement incohérente, je vous laisse constater. Il contrôle le Sénat et la justice. On ne peut pas le livrer vivant. Ah oui, mais tu étais venu pour ça à la base et en le sachant. Alors, pourquoi ce soudain revirement ? Mais non, c'est juste George Lucas qui est incapable de se souvenir de son propre script. Et c'est Anakin qui explique aux vieux sages et maîtres Jedi qu'il ne faut pas, que c'est contraire au code Jedi. Oui, tout est totalement incohérent. Les personnages disent tout et leur contraire en l'espace de 2 minutes. On comprend mieux comment Macron s'est retrouvé au pouvoir, oui. Maître Windu, prenons bien la pause du « Je vais le tuer, mais si quelqu'un s'y oppose, il doit m'arrêter maintenant. Allez, je lève le bras !» Et il lève donc son sabre laser bien au-dessus de sa tête. Anakin lui coupe donc les mains, avant qu'il n'abatte son arme pour l'empêcher de porter le coup fatal. L'idée de mettre son sabre entre les deux ne lui est pas venue à l'esprit. Aussitôt, Palpatine balance à nouveau ses éclairs dans le pif de Mace Windu pour le tuer maintenant qu'il en a l'occasion. Ce qu'il réussit d'ailleurs avec brio. Anakin s'effondre donc. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Réponse objective, effectivement. Dans l'immédiat, disons rien, qui me condamne pour l'éternité. Tu as juste empêché un Jedi d'exécuter un prisonnier par respect pour le code et pour la vie des gens. Un peu brutalement, mais bon. Par contre, le prisonnier vient de tuer le Jedi en question et de révéler qu'il était vraiment un sombre salaud totalement à l'opposé de ce pourquoi tu viens d'agir. Tu dois donc en déduire, vu que tu étais venu pour le capturer et que tu as coupé la main de Maître Windu, pour qu'il soit capturé vivant, que tu dois le Je ferai tout ce que vous souhaiterez, maître. Dit Anakin sans raison aucune. Mais quel con! Voilà ce que peut appeler l'un des rebondissements les plus mal ficelés de l'histoire du cinéma. Eh non. En tout cas, Anakin demande au Sith de lui donner le secret pour sauver Padmé, et ce dernier lui avoue que... En fait, je ne l'ai pas. Mais Anakin, n'étant plus à une incohérence près, et le film non plus, il s'empresse malgré tout de dire que c'est fabuleux et que tiens, il va prêter allégeance à son nouveau maître. Attends, mais moi, je l'aurais tatané, le Palpatine, tu vois. Sérieux, qui prêterait allégeance au gars qui est responsable de tes malheurs? Le peuple français, enfermé, picousé, confiné, humilié, tabassé récemment, et pourtant, il a beau être privé de lieux publics, le français, il réélit le poudré, d'accord? Le peuple français l'a réélu, lui a donné une majorité, certes relative, mais quand même majorité aux législatives. Un vrai bonheur. On remerciera le peuple français pour son amnésie heureuse. Merci. Ouais, dit comme ça. Toutes ces années attentes pour connaître les raisons derrière la chute du côté obscur de Dark Vador pour ça. Vous pensez qu'on exagère ? J'aimerais bien, hélas, cette logique débile du fais tout ce que je te dis sans réfléchir pour sauver ta femme sans aucune garantie que tu puisses vraiment faire quelque chose. Ça va encore plus loin dans le non-sens lorsqu'Anakin rencontre Padmé après être devenu un Sith. Au cours d'une scène, poignante, disons ça, Anakin explique son plan génial à sa femme. Je vais te sauver en tuant tous les Jedi. Ce à quoi cette rabat-joie répond... Mais c'est popo. Tuer des gens, ça les fait mourir. Je ne te reconnais plus. Anakin, j'ai jamais été aussi malheureuse. Bien entendu, Anakin étant un petit con d'enfant gâté, n'aimant pas être contredit, il strangule donc sa femme qu'il adore. On touche le fond du n'importe quoi. C'est ça le Dark Vador qu'on a admiré ?
Un mec qui tape la femme qu'il veut sauver? D'ailleurs, c'est ce qui causera sa mort au final. Bien joué. Je crois qu'on appelle ça le karma. Ouais, on n'avait pas vu plus stupide depuis le mec qui voulait arrêter le terrorisme en faisant exploser lui-même des immeubles. Hein? Vu qu'il n'y a plus d'immeubles, le terroriste ne peut plus rien faire sauter. À la fin du film, Anakin affronte son ancien maître, Obi-Wan, dans un combat titanesque, plein de lave, de sauts périlleux et d'incohérences scénaristiques. Anakin perd bêtement et le seul truc qu'il trouve à dire c'est « Je te déteste !» Ouais, comme un mioche à qui on a piqué un jouet. Bon, en l'occurrence, quelque part, il vient de perdre sa femme, mais... Attends, il le sait pas à ce moment-là. Ouais. Bon, en fait, c'est le karma, et... c'est comme un mioche. Les premiers propos du ressuscité attaché à sa table vont à ce qui sied à un méchant qui naît. Où est ma meuf? Elle est où cette connasse? Et l'empereur de lui répondre que... C'est con, mais tu l'as tué dans un de tes caprices, grand malin. Dark Vador est donc très en colère et descend de sa table d'opération façon créature de Frankenstein. On pourrait s'attendre à ce qu'il bourre la gueule du l'empereur dans ce petit moment de rage entre... Du genre... Tout ça, c'est de ta faute. Tu m'avais dit que le côté obscur la sauverait, et bah tu m'as menti. On peut vraiment plus faire confiance au dictateur. C'est quand même incroyable. Merde. Mais non. Je ne cherche plus à comprendre depuis bien longtemps cette scène. Ni l'histoire d'ailleurs. À la place, il pousse un petit cri de collégien qui vient d'apprendre que Brenda, de 6e C, le plaque pour Jean-Kévin, le 5e A, trop fort en sport. Ajoutons à cette humiliation la fameuse scène de transformation en Dark Vador qui se termine par un long non face caméra. C'est comme si Dark Vador se rendait lui-même compte du désastre qu'est la prélogie et l'exprimait de la façon la plus nanardesque possible. Parce que bon, faire face caméra, même les gros méchants caricaturaux qui balancent du « je reviendrai » en ricanant n'osent pas le faire. C'est magique et cela permet de détruire les dernières bribes d'admiration que l'on pouvait encore avoir pour ce personnage. Alors en quoi êtes-vous peut-être Dark Vador? Donc si on devait juste se baser sur les épisodes 4, 5, 6, cela ferait référence aux gens qui se sont fait manipuler ces 3 dernières années. Vous savez, les injectés qui se sont mis à souhaiter du mal au non-picousé. Bon, là serait Dark Vador redempté ceux qui ont fini par reconnaître leurs erreurs et qui ont fait amende honorable. Donc ils sont peu, mais bon, il y en a quand même. Et finalement, malgré tout, on se rend compte que George Lucas est un sacré putain de visionnaire, sombré par pure stupidité. Fais tout ce que je te dis et tu seras libre. Tape sur tes amis qui ne suivent pas mon narratif. Méga stupide quand même, les films sont sortis au début des années 2000. On se rend compte qu'ils avaient cerné la nature humaine, à savoir l'abrutissement des gens. Et c'est ce qui se passait. Alors oui, il y a eu manipulation des gens qui gouvernent, mais la tâche leur a été bien facilitée par le manque d'esprit du peuple, et tristement, la majorité est donc le Dark Vador qui prend en compte la prélogie, mais sans en prendre en compte la rédemption. Voilà. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Les dictatures ont de beaux jours devant elles. Si vous voulez vous remater la saga, faites-vous plaisir et réfléchissez-y. En attendant, on vous dit à plus et restez connectés. Et je rajouterai que la force soit avec vous à jamais.